Alors bonjour à tous, merci d'être venus ce matin. Donc je me présente, je suis Stéphane Pavlak, je suis le créateur de la chaîne YouTube Gaon TV. Et donc ce matin nous allons parler essentiellement de Nazca. Et naturellement, comme j'ai une chaîne YouTube, il y aura pas mal de vidéos qui vont être beaucoup plus explicites que des commentaires. Donc ce sera plus une présentation qu'une conférence. Voilà, donc nous allons démarrer. Alors Nazca, nous avons déjà parlé et situé Nazca géographiquement. Donc la région de Nazca est située dans la plaine côtière aride du Pérou, à environ 400 km au sud de Lima. Alors, cette région, la côte péruvienne, qui est un désert, est certainement l'un des plus arides au monde. Alors, hormis l'existence de vallées plus ou moins fertiles formées par 53 rivières qui descendent des Andes. Alors, pourtant située en zone tropicale, ce climat s'explique par la présence du courant de Humboldt, provenant de l'Antarctique et remontant le long des côtes chiliennes et péruviennes. Ce courant froid empêche la formation de nuages et de pluie, et à l'est, l'immense cordillère des Andes ne laisse pas passer les nuages depuis l'Amazonie. Voici quelques exemples de la situation. Alors ici, vous reconnaissez peut-être, pour ceux qui connaissent, c'est une des plus grandes dunes de sable au monde. Alors elle se situe beaucoup plus proche, on va dire, de la ville d'Ica. Elle est extrêmement impressionnante. Et ici, vous avez un panorama qui vous montre la zone de Chanchilla que nous verrons un peu plus tard à travers une vidéo. Alors, dans cette région, naturellement, plusieurs civilisations se succèdent, et entre autres les Nazca. Donc la civilisation Nazca est une culture pré-incaïque du sud du Pérou, qui se développa entre moins 200 et 600 après Jésus-Christ. Elle s'inscrit dans la continuité de la culture Paracas, qui elle se situe entre moins 800 et 200 après Jésus-Christ. Alors on divise habituellement l'histoire de la culture Nazca en 4 périodes. La première, Proto-Nazca, de 200 à 100 avant Jésus-Christ. La seconde, Nazca initiale, de moins 100 à 200 après Jésus-Christ. Ensuite, le Nazca moyen, de 200 à 300 après Jésus-Christ. Et enfin, les Nazca tardifs, de 300 à 600 après Jésus-Christ. Alors, les Nazca vivaient principalement dans des huttes recouvertes de chaume, regroupées en bourgades autour d'une pyramide en adobe servant de sanctuaire. Alors une petite explication, l'adobe, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'argile et de sable qui, mélangés à de l'eau et à une faible quantité de paille hachée ou d'une autre fibre, peut être façonné en briques séchées au soleil. Et effectivement, ce matériel de construction est encore utilisé de nos jours par les Péruviens contemporains. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'habitations, quand vous rendez au Pérou, que ce soit à Nazca ou ailleurs, sont encore complètement construites dans ces matériaux. Alors, grâce à leur maîtrise des techniques d'irrigation, ils pratiquaient l'agriculture qui leur permettait de se nourrir. Donc, quelques exemples, haricots, pommes de terre, avocats, manioc, tout ça sont des aliments typiques du Pérou, même contemporain. Et également de se vêtir. Donc, ils cultivaient du coton également.
l'élevage des lamas et des alpagas leur assurait un approvisionnement en viande, et la laine servait également à la fabrication des textiles. La pêche et la chasse complétaient leur alimentation. Alors je ne résiste pas, pour ceux qui ne connaissent pas les alpagas et les lamas, à vous montrer un petit peu la différence. Donc voilà les alpagas. Et voici les lamas avec un petit film que nous avons réalisé nous-mêmes. Donc vous remarquerez qu'il y a un individu au centre avec les oreilles baissées qui n'était pas très heureux de nous rencontrer, qui a semblé vouloir nous cracher à la figure très rapidement. Quand l'âme a fâché. Et quand l'âme a fâché, voilà, exactement. Et c'était assez drôle à vivre parce que dès que nous sommes arrivés sur cet élevage, il a été il a montré son mécontentement immédiatement. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler un petit peu de l'art Nazca. Alors naturellement, impossible de passer en revue la totalité, mais alors les Nazca étaient des peuples d'une grande finesse. Ils s'exprimaient à travers la confection d'un artisanat qui reflétait leurs croyances, leur mode de vie, leur lien avec leur environnement et la nature. Alors ils produisaient également des bijoux et des parures en or et en argent, des textiles, vêtements, couvertures, etc., ainsi que des céramiques qui avaient des fonctions rituelles ou fonctionnelles. Alors nous allons regarder quelques exemples. Alors ici, un petit film extrait du Museo de Arte précolombien de Cusco. Vous allez voir la grande diversité des décorations. Surtout la diversité, on va dire quand même, et la technicité de la réalisation de tous ces objets. Voici quelques autres exemples. Nous avons là bouteilles et plats en céramique. Donc pour les sociétés qui se développèrent dans un milieu aride, difficile d'accès en eau, la connaissance des cycles naturels, comme la saison des pluies dans les hauts plateaux, était vitale. Les Nazca célébraient des rituels de fertilité en utilisant des objets, comme ceux exposés ici, décorés de motifs stylisés, symbolisant le ciel étoilé et la pluie. Alors ici, vous avez d'autres exemples, les plats en céramique. Donc à l'intérieur de ces deux plats sont représentés deux paires de poissons qui semblent flotter dans l'eau. Une combinaison simple et minimale entre la forme des plats et des illustrations permet de communiquer clairement sur une vision du monde autour de l'eau. L'eau qui se reçoit, qui alimente et qui à la fois se partage rituellement dans ce type de vaisselle. Alors ici, nous avons un plat beaucoup plus spécifique. Vous remarquerez donc les décorations qui représentent des piments. Alors le piment est un fruit originaire d'Amérique et de grande importance dans la diète andine. Manger ce piment provoque une sensation de chaleur et une exacerbation des saveurs. Dans le Pérou ancien, sa consommation était associée à des pratiques médicinales traditionnelles et des préparations spéciales lors des fêtes et des cérémonies. Sur ce récipient, le piment a été représenté en série dans différentes variétés et couleurs pour peut-être évoquer des différentes intensités de saveurs. Voici d'autres exemples. Bouteilles, verres et cruches. Vous remarquerez toujours les décorations extrêmement fines. Alors pour les sociétés qui se développèrent dans un milieu aride, difficile d'accès
pardon, là, je crois que j'ai dit ça. Où suis-je? Oui, d'accord. Pardon. Alors, ces scènes complexes récurrentes dans l'art Nazca montrent des êtres mythologiques tenant des têtes trophées. Dans le monde andin, la tête humaine était intimement associée à la puissance vitale, à la fertilité et à la renaissance. Dans la mythologie, les personnages surnaturels exercent la fonction de décapiteurs, s'appropriant des têtes coupées comme s'ils récupéraient quelque chose qui leur appartenait. Ces représentations illustrent peut-être une action nécessaire à la restauration des cycles ou pour initier une nouvelle régénération. Alors je vais faire une petite parenthèse. Alors naturellement, toutes ces cultures, vous le savez certainement, pratiquaient également le sacrifice humain. Alors hommes, femmes, enfants, sans distinction, pouvaient être sacrifiés. Alors les cultures Nazca le pratiquaient, et les cultures précédentes le pratiquaient également. Hein. Les Incas, qui est donc la dernière civilisation connue, pratiquaient également ces sacrifices. Voilà un autre exemple, toujours de cet art extrêmement fin. Personnellement, nous avons été, avec ma compagne, très impressionnés au musée de l'art précolombien, parce que c'était tout aussi émouvant de visiter ce musée que de visiter les sites archéologiques. Il y avait de réelles émotions à découvrir tous ces objets. Alors je vais pas vous présenter, je vous ai parlé tout à l'heure de bijoux, mais c'est vrai que je ne vais pas vous en présenter, parce que personnellement, je n'ai pas vu de bijoux attribués directement aux civilisations Nazca. On a vu énormément d'autres bijoux, mais donc là je vais passer sur le côté or et argent. Ici nous avons des verres allongés en céramique. Alors ces verres allongés aux motifs géométriques chargés de symbolisme comme les échelons, les cercles, les têtes trophées, les étoiles, les chevrons, les lignes ondulées, les chakanas et autres lignes géométriques renvoient aux montagnes et à l'eau. Ces verres étaient utilisés lors des rituels où l'on portait un toast avec de la chicha. Alors la chicha, qu'est-ce que c'est? C'est un alcool de maïs fermenté que l'on boit abondamment au Pérou, légèrement alcoolisé, voilà. Où on pouvait également y boire d'autres liquides sacrés. Lors de ces cérémonies s'établissaient des liens et des engagements sociaux. La rencontre entre les mondes était favorisée et la production agricole était garantie. Voilà d'autres exemples encore. Alors ici, nous avons donc des figurines féminines. Alors toutes les sociétés agricoles du monde se caractérisent par la représentation schématisée ou stylisée de la figure féminine qui est associée à la fertilité, la création et à la régénération de la vie. Les sociétés préhispaniques n'échappent pas à ce modèle. Ces figurines Nazca présentent des traits stylisés d'une grande simplicité, et deux d'entre elles, représentées nues, relèvent le caractère propitiatoire que ces objets avaient dans leur contexte social. Alors, propitiatoire, c'est peut-être un terme pas très courant, donc qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de rendre la divinité propice ou favorable, et il s'agit d'attirer les faveurs de la divinité. Voilà. Le sacrifice était aussi quelque chose que l'on considérait comme propitiatoire. Alors nous allons passer maintenant à la partie archéologique. Donc, je vais vous parler essentiellement des sites que j'ai pu visiter personnellement. Il y a naturellement encore beaucoup d'autres sites, mais voilà. Donc on va se focaliser dans un premier temps sur Kawashi, qui est un sanctuaire avec une ou plusieurs pyramides. Nous allons également parler de Shaoxia. C'est un cimetière où on peut voir des tas de momies. Ensuite, nous irons à Kantayok, découvrir les aqueducs. Et enfin, nous survolerons le désert de Nazca pour y découvrir les lignes et les géoglyphes.
voici une photo de Kawashi. Donc, il s'agit là de la pyramide visible, puisque effectivement à Kawashi, on suppose qu'il y en a encore énormément d'autres qui sont enterrés à même le sable. Il y a effectivement des monticules, des pyramides en adobe. Alors Kawashi se situe à environ 25 km de Nazca, mais il faut à peu près 50 minutes en voiture pour s'y rendre. Le site surplombe les géoglyphes, et on pense que ce n'était pas un lieu d'habitation, mais plutôt un lieu de pèlerinage, puisque sur place, au niveau des fouilles archéologiques, on a trouvé très peu de traces de vie du quotidien. Voilà. Alors là, nous allons attaquer une première vidéo. Donc, nous allons découvrir les momies du cimetière de Chowchila. Alors Chowchila se trouve à une trentaine de kilomètres de Nazca, et ce site a été découvert dans les années 20. La totalité là, du désert que vous voyez, en vérité, il y a des tombes absolument partout. On estime à environ 50 000 tombes présentes sur ce désert. Et donc le ministère de la Culture, il y a quelques années, a décidé d'en excaver quelques-unes pour les présenter au public. Je précise que ce ne sont pas des reconstitutions, il s'agit bien de momies authentiques. Ce n'est pas de la mise en scène. Quand on se promène dans les allées de ce cimetière, on est extrêmement surpris parce que, à même le sol, dès qu'on sort des chemins balisés, on trouve encore très facilement des ossements, des céramiques, des petits bouts de tissu absolument partout. Alors ces momies ne sont pas directement des momies de la civilisation Nazca. Il s'agit de civilisation Inca-Chinca qui a côtoyé celle des Nazca. Ce cimetière a été utilisé dès 200 après Jésus-Christ et pendant environ 600 ans. Alors en plus des tombes, on va dire classiques, entre guillemets, vous avez aussi ce genre de monticule de pierre avec simplement quelques ossements à l'intérieur. À même le sol.
Alors sur certaines de ces momies, on a trouvé des cheveux qui faisaient plus de 2 mètres de long, qui étaient enroulés autour du crâne. J'avoue personnellement que ça m'a plutôt impressionné parce que jusqu'à présent au Pérou, toutes les momies que j'avais vues étaient soit effectivement dans des niches, dans des endroits bien précis, mais je n'avais encore vu aucune momie qui était vraiment enterrée de cette manière. C'est vrai que dans les civilisations suivantes, au niveau des Incas, les rituels étaient totalement différents. La température sur place, au niveau des conditions de conservation, comment ça se fait? Alors, la température sur place, alors nous y avons été au mois de juillet, donc c'est l'hiver sur place. Et ensuite, ça reste quand même un désert aride, il n'y a presque pas de pluie du tout. Hein. C'est vraiment c'est aride toute l'année. Sachant que l'hiver au Pérou n'est pas vraiment comparable au nôtre. Il fait -2 la nuit et il peut aller jusqu'à 20 degrés dans la journée. Il y a une grande amplitude entre la nuit et le jour, mais on n'a pas des conditions hivernales de fraîcheur. Vraiment, c'est que la nuit où ça se rafraîchit. Bon, quand vous êtes dans ce désert, vous sentez que vous êtes dans le désert. Hein. Je veux dire, même en hiver, c'est bien sec, c'est très aride, c'est ultra poussiéreux. C'est une petite aventure juste de se rendre sur place. Parce que personnellement, nous avons pris un petit taxi, tout simplement, qui nous a véhiculé toute la journée sur les différents sites. Alors, les taxis au Pérou, c'est toute une aventure aussi. Et rien que pour s'y rendre, à un moment donné, on voyait strictement plus rien. On était dans une espèce de tourbillon de sable, de poussière. On voyait même plus où on allait. Heureusement que, on va dire, le chauffeur local savait. Ah, qu'est-ce que ça passe? Ça, c'est fini. Voilà. Ok, très bien. Alors, maintenant, nous allons passer aux aqueducs de Cantayoc. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà ces aqueducs. Alors, le terme aqueduc est le terme employé localement. Naturellement, chez nous, les aqueducs ne sont pas du tout représentés comme ça. Hein. Quasiment aucun rapport. Et là aussi, c'est vraiment extrêmement impressionnant le travail qui a été effectué par ces peuples. Travail de précision, d'ingénierie, et aussi l'extrême intelligence, parce que grâce naturellement à ces aqueducs, ils ont réussi à trouver de l'eau claire, potable, qui leur servait aussi pour l'irrigation des cultures. Alors, nous allons faire ce petit voyage à Cantayoc. Alors, voici une vue aérienne qui a été prise lors de notre vol cet été. Vous voyez qu'il s'agit donc de à peu près 14 ou 15 de ces aqueducs qui se suivent les uns derrière les autres. Alors, Cantayoc, ce système d'aqueduc se situe à peu près à 3 km du centre de Nazca d'aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que la ville a gagné quand même en superficie. Du coup, c'est extrêmement proche du centre-ville. Alors là, forcément, l'eau permet, on voit tout de suite autour, contrairement au désert de tout à l'heure, que la végétation s'épanouit, puisque les systèmes de canaux d'irrigation se propagent sur plusieurs kilomètres.
donc ce site n'est pas seulement un site archéologique, puisque ces aqueducs sont encore utilisés aujourd'hui. Ils se composent de tunnels, de puits, et ils démontrent la grande ingéniosité et la maîtrise du peuple Nazca. Alors si lors de cette vidéo vous avez une petite sensation de vertige, ce ne sera pas anormal, hein, parce que c'est une vidéo, tout est circulaire, tout va tourner en permanence. Alors on estime que ces aqueducs ont été construits il y a à peu près 2000 ans. Donc l'eau est parfaitement potable, hein. On peut la boire directement, elle n'est pas du tout contaminée par rien, elle est parfaitement limpide. Alors le site est composé de structures simples, de structures doubles et même de structures triples. Voilà. Alors pour l'anecdote, lors d'un séisme en 1986, ces aqueducs ont permis aux habitants de Nazca d'être alimentés en eau potable alors que le réseau moderne était hors d'usage. Là on est dans le désert encore, on est je ne peux pas dire niveau zéro, mais en tout cas on n'est pas dans les hauteurs. Hein. On est vraiment, on est à 3 km à peine du centre-ville de Nazca.
Ça va, ça tourne pas trop? Je ne peux pas confirmer, j'ai pas entendu cette version des faits. Il me semble que l'eau circule naturellement, sans aucune aide. Il me semble aussi que tout au bout, tout à l'extrémité de ces aqueducs, le vent ne passe pas. On est quand même à près de 10 mètres de profondeur. Et y étant allé moi-même, effectivement, non, il n'y a pas de prise d'air. Je pense pas que ce soit... mais bon, ça peut peut-être, oui, l'oxygénation, ça peut peut-être avoir une incidence, mais c'est vrai que je ne vois pas le vent donner du mouvement ou accélérer le flot. Voilà. Vous connaissiez ce site Quelqu'un connaissait déjà ce site, oui? Mais que à travers des vidéos. D'accord. Très bien. L'eau en elle-même, elle vient d'une source? C'est l'eau de pluie, quand il pleut. Non, ce sont des réservoirs, c'est de l'eau souterraine. Il y a... Des nappes phréatiques. Voilà, exactement. Parce que c'est vraiment une zone aride. Quand on dit aride, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'eau, ça veut dire qu'il y a très peu de pluie. Donc l'eau provient vraiment du sous-sol et ne provient pas justement de pluie abondante qui pourrait alimenter des réservoirs, des citernes. Voilà. Alors maintenant, nous allons survoler les lignes et les géoglyphes de Nazca. Là aussi, je vais vous présenter un petit film que j'ai réalisé qui vient des images de cet été. Alors bon, les lignes, les géoglyphes, je pense que quand on pense à Nazca, effectivement, c'est dans l'imaginaire, c'est la première chose auquel on pense, et on va dire c'est ce qui est le plus médiatisé. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu la chance aussi de survoler le site Vous? D'accord. Très bien. C'est une chance. Très bien, super. Allez, je vous envoie le petit film. Nous sommes donc en route pour l'aéroport Maria Reich. Qui est donc une personne qui a énormément étudié les lignes et les géoglyphes de Nazca, qui a d'ailleurs un musée à Nazca qu'on peut visiter. Alors, il s'agit plus d'un petit aérodrome que d'un aéroport en réalité. Et ça reste assez, on va dire, c'est pas des grosses structures d'accueil, ça ressemble pas aux autres infrastructures du Pérou où on a l'habitude d'accueillir 5000 personnes par jour. Ça reste encore relativement local et c'est plutôt agréable parce que voilà, on n'est pas dans la cohue, on n'est pas au Machu Picchu ou ailleurs où effectivement on a plutôt l'impression d'être dans une masse de population, et là c'est très agréable, c'est vraiment un petit aérodrome.
avez une quinzaine de compagnies qui vous proposent donc le vol. Il y a plusieurs tours, puisqu'il y a tellement de géoglyphes que naturellement le vol dure en moyenne 45 minutes et ne permet pas de survoler la totalité des géoglyphes. Le son, c'est pas trop fort, ça va? Bon, donc je suis bien dans l'avion. Personnel, c'était mon premier vol dans un petit appareil qui pouvait contenir uniquement 8 personnes. Donc jusqu'à présent, j'avais volé que dans des avions pouvant en contenir à peu près 400. Effectivement, c'est très très différent. J'avais une forme d'appréhension, mais finalement, ça s'est extrêmement bien passé. Je suis très surpris personnellement du confort du vol. Aucun stress, que du plaisir. Dans les images suivantes, que vous verrez un petit peu plus tard, j'ai naturellement appliqué une surexposition de l'image afin de permettre de vraiment voir les géoglyphes parce que c'est extrêmement difficile de les voir à l'œil nu. On les aperçoit pendant le vol, mais il est certain que sans cette surexposition, ce serait beaucoup plus complexe pour les apercevoir. Alors chaque fois qu'il y aura un géoglyphe visible, il y aura un petit texte qui présentera donc sa longueur et son nom dans la vidéo. Donc vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas de géoglyphe pour l'instant, là nous voyons essentiellement des lignes. Alors hélas, la vitre de l'avion était un petit peu sale. On voit mais bon, ça n'a pas empêché quand même de profiter de ce moment. Voici la baleine. J'espère que tout le monde la voit. C'est à peu près au centre, là où c'est noté. Longueur de 65 mètres. Alors là, nous avons un géoglyphe extrêmement connu qui s'appelle l'astronaute, qui est donc sur le flanc de la montagne, d'une longueur de 35 mètres. Singe, une longueur de 93 mètres. Vous avez un autre, alors il n'est pas reconnu comme un géoglyphe en tant que tel, en tout cas dans mes recherches je n'ai pas trouvé d'appellation pour cette forme géométrique, qui est juste collée au singe. Alors la spirale, alors je l'ai nommé la spirale, mais je remercie Manuel Terrac qui m'a donné quelques précisions en me disant qu'il y avait plus de 70 spirales qui étaient visibles dans le désert de Nazca. Voici le Condor. Qui est au centre de l'image, assez difficile à apercevoir sur ce plan.
aperçoit également l'araignée, mais là aussi, on va la voir beaucoup mieux dans la séquence qui suit. Voilà, donc là aussi, l'araignée. Voici le Condor, beaucoup plus visible que tout à l'heure. Longueur de 135 mètres. Celui-là est plutôt bien visible, hein, le perroquet, 230 mètres. C'était quand même des structures, des géoglyphes extrêmement massifs, quoi. On pense que tous ces géoglyphes ont été faits à un moment où rien ne volait dans le ciel à part les oiseaux. Bon, c'est quand même troublant. Et naturellement, concernant la signification de ces géoglyphes, je ne me prononcerai pas. Il y a énormément de théories. Chacun a une vision particulière de la signification de ces géoglyphes. Je pense que la question reste ouverte. Certains y voient des représentations du ciel, d'autres des chemins processionnels. Bon, toutes sortes de théories sont à disposition. Là, vous voyez la panaméricaine qui traverse complètement le désert. Alors, vous avez la fleur qui est à l'extrémité du rectangle, d'une longueur de 124 mètres. Certaines de ces lignes que l'on aperçoit vont jusqu'à faire 30 km de long. C'est vraiment un travail considérable. Naturellement, il y a très peu d'épaisseur. Alors là, nous voyons le héron qui n'était pas prévu dans le circuit, mais que nous avons vu quand même, d'une longueur de 235 mètres. Nous allons le revoir un peu plus tard, sous un autre angle. Revoici le perroquet. Nous avons une série, alors pas tout à fait dans l'ordre que j'ai noté. Nous voyons d'abord les mains, donc ces deux mains avec une espèce de structure au-dessus. Vous avez l'arbre, et enfin un grand géoglyphe qui est coupé en deux par la panaméricaine, qui s'appelle le lézard. Voici le fameux colibri qui est très connu, que l'on confond souvent avec le condor. Voilà, c'est l'atterrissage. Voilà, donc c'était le survol. Alors là, nous avons parlé de différents sites archéologiques, et maintenant nous allons passer à quelque chose que je connais bien. Bon, il s'agit donc là des momies de Nazca. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît effectivement cette affaire. Est-ce que certains parmi d'entre vous ne connaissent pas du tout les momies de Nazca? D'accord.
Donc, globalement, pour présenter un peu les choses, donc, bon, les momies de Nazca ont été découvertes, entre guillemets, par les Waqueros, donc par des pilleurs de tombes. Donc ça a déjà, par le principe, ça crée déjà des polémiques dès l'origine, puisque effectivement, dans l'archéologie, normalement, on définit un site, on fait des fouilles et on voit si l'on trouve quelque chose. Alors dès qu'il s'agit de pilleurs de tombes, on peut oublier tous les protocoles, on peut oublier toutes les informations légales. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas, personne n'a encore visité le site où ont été trouvées ces momies. Alors le terme momie n'est pas forcément ultra approprié, dans le sens où il s'agit plutôt de corps desséchés, par contre de corps qui sont parfaitement intacts. Et donc on a étudié tous ces corps qui ont été découverts. Alors tout a été très chronologique. Dans un premier temps, certains éléments sont arrivés progressivement. D'abord une petite tête qui ressemblait un peu à E.T., une main tridactyle qui paraissait assez énorme, et un petit corps de 38 cm. C'était les premiers éléments qui sont arrivés. Ces éléments ont été rapportés à mon ami Thierry Jamin, qui vit au Pérou depuis 17 ans. Et dans sa qualité d'expert, on lui a demandé une analyse de ces premiers artefacts pour avoir vraiment son opinion. Donc, comme les Waqueros ont mis immédiatement, dès qu'ils ont trouvé le site, ils ont commencé à vendre les éléments, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument aucun problème, ils ne se posent pas de questions, pour eux il s'agit simplement d'argent. Voilà. Donc très rapidement après la découverte du site, un personnage nommé, alors pas Mario, mais Paul Ranceros, donc Mario, c'est un nom, c'est un pseudonyme, c'est donc le chef de ces fameux Waqueros, qui a été baptisé comme ça par Thierry Jamin, ce n'est pas son vrai nom. Et très rapidement, a commencé à vendre des éléments, et une personne qui s'appelle donc Paul Ranceros a acheté ces 3 éléments, $1000 l'unité, très rapidement. Donc vous voyez, on est là dans du business pur, il n'y a aucune considération archéologique. Donc ces éléments ont été montrés à Thierry Jamin pour avoir une expertise, qui dans un premier temps a été extrêmement surpris par leur apparence, parce que bon, une main tridactyle, une tête de E.T., ce n'est pas très courant. Au début, il était un peu, on va dire, stupéfait, mais en même temps, en les prenant en main, en les analysant, il a reconnu l'odeur typique des artefacts que l'on trouve dans ces régions, et il s'est dit que, bon, effectivement, si ces éléments étaient authentiques, on était quand même face là à une découverte extrêmement intéressante. Donc ensuite, les choses ont évolué. Petit à petit, les Waqueros ont commencé à excaver de plus en plus d'éléments. Alors on est passé de têtes, de mains et de petits corps à des corps entiers, d'une apparence très spécifique, puisque plusieurs espèces, entre guillemets, ont été découvertes. Certains de ces corps font entre 58 et 63 cm. Et effectivement, il ressemble plus à un extraterrestre qu'à une forme biologique connue. Et donc, il y avait d'un côté ces corps de 58 à 63 cm. De l'autre, a été découvert également, alors tout ça c'est chronologiquement, c'est arrivé au fur et à mesure des mois, des semaines, des mois, et je dirais même des années. Ensuite a été découvert une momie que l'on a baptisée Maria, qui elle se trouve à la croisée des chemins entre l'être humain et ces êtres tridactyles et qu'on a nommés reptiliens. Alors je reviens brièvement sur les petits êtres. Pourquoi on les a nommés reptiliens? On a analysé ces momies pendant plus de 3 ans. Des fonds ont été levés par le financement participatif afin de vraiment étudier scientifiquement ces corps. Et donc, on a récolté dans un premier temps, au sein d'une structure que l'on nomme l'Alien Project, on a fait un crowdfunding, et on a récolté dans un premier temps à peu près 39 000 € qui ont servi aux premières analyses, donc ADN, carbone 14, etc. Et ensuite, d'autres fonds ont été levés, d'autres structures ont eu la possibilité d'analyser ces corps, puisque des échantillons ont été donnés à certaines
organisations aux États-Unis, un peu en Russie, un peu partout dans le monde. Et donc pendant 3 ans, toutes sortes d'analyses ont été effectuées sur ces morts, sur ces momies, sur ces corps. Et en novembre 2019, donc cette année, a été présenté au Congrès national du Pérou, donc l'équivalent du Parlement chez nous. 2018, pardon, oui. Parce que, Oui, 19, c'est oui, effectivement. En 2018, donc, ont été présentés l'ensemble des résultats de tous les scientifiques qui ont vraiment travaillé sur cette affaire. Et on a pu affirmer des choses, même si, bon, au jour d'aujourd'hui, il y aura toujours des contradicteurs qui ne veulent absolument pas reconnaître ces momies comme réelles. Les analyses ont prouvé que c'était effectivement des êtres biologiques qui ont vécu. Alors on a toutes sortes de datations suivant les êtres présentés. Ça va de il y a 600 ans à les mains géantes à 7000 ans. Donc il y a une largesse assez phénoménale. Donc énormément de datations différentes. Et pourtant tout provient du même site. Donc là aussi il y a beaucoup d'interrogations. Quel est ce site? Est-ce que c'est une nécropole? Est-ce qu'il avait une fonction, ce site, vraiment? Et surtout, entre il y a 600 ans et 7000 ans, ça nous fait une marge incroyable. Donc, qui posait ces corps? Qui amenait ces éléments dans ce site souterrain? Donc là, il y a encore énormément de questions en suspens. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps un petit film, encore une fois, où j'ai eu la chance l'année dernière de pouvoir m'en approcher, de pouvoir les avoir en main, les filmer, les photographier. Donc dans cette première partie, nous allons voir donc les premiers éléments découverts, donc les mains géantes, le petit corps de 38 cm et les têtes. Et dans la seconde vidéo, nous pourrons voir les corps entiers. Donc je vais vous présenter cette petite. Les mains, c'est combien de en taille? Les mains font à peu près entre 30 et 40 cm. Voilà. Alors ce qui est intéressant, juste pour développer un peu par rapport aux mains, les mains s'adaptent sur aucun des corps que l'on a retrouvés. Même Maria, qui est donc cet être que l'on nommait hybride, qui est à la croisée des chemins entre un être humain et les petits gris reptiliens, elle fait 1,68 m de taille, mais elle est recroquevillée sur elle-même dans une position typique des momies incas. Et même sur elle, qui est donc la momie la plus grande qu'on a trouvée, les mains ne s'adaptent pas, elles sont hors normes. Donc on n'a pas les corps qui vont avec, et en faisant une extrapolation, alors purement théorique, on estime qu'un être qui aurait des mains d'une quarantaine de centimètres pourrait faire entre 2,80 m à 3,10 m. Bon. Alors au tout début de la découverte, Mario, donc le Waqueros, parlait aussi, on n'a jamais eu de preuve de ça et on l'a jamais vu, mais parlait aussi d'un crâne géant qui était incrusté dans la roche encore, et qui pouvait faire 1 mètre de circonférence, par exemple. Donc là, on aurait pu peut-être avoir la tête correspondante, mais bon, c'est resté une parole. On n'a pas vu cette tête. Ils ne veulent pas donner le site, en fait. Non. Ça. Alors, au jour d'aujourd'hui, effectivement, le site est connu uniquement des Waqueros, même si des promesses ont été faites pour enfin, au bout de 3 ans, le présenter. Au jour d'aujourd'hui, non. Il y a peut-être 3 personnes qui savent où c'est, en totalité. Voilà. Alors, je vais vous montrer le petit film. Un fameux corps de 38 cm. Donc là vous voyez les têtes, donc sans les corps, c'est les premiers éléments aussi. Je vais passer un peu. Alors ce que l'on remarque naturellement, c'est que là vous voyez 2 coloris différents. Alors pourquoi? Parce que les têtes grises ont été nettoyées de la poudre de diatomée qui les entourait. Donc la poudre de diatomée a été retrouvée absolument sur tous les éléments,
Et la poudre de diatomée est une poudre qui conserve donc les corps ou les artefacts et les protège d'une contamination bactérielle trop importante. Donc quand on enlève cette poudre blanche, effectivement, on découvre les têtes plutôt de couleur grisâtre. Alors ça ne veut pas dire que de leur vivant ils étaient vraiment gris, il s'agit quand même de têtes momifiées, desséchées, qui sont restées dans le désert extrêmement longtemps. Donc on ne peut pas affirmer que la couleur des êtres était vraiment celle-ci, mais quand on retire la poudre blanche, effectivement, voilà ce qui apparaît. À l'issue de ce film, je vais encore passer le petit dernier, et puis hélas, je crois qu'il faudra en rester là. Mais c'est quand même intéressant de voir encore au moins le deuxième film où on voit les corps entiers. Alors ces pierres ont été également trouvées sur le site, en tout cas c'est ce que déclare Mario. Donc on constate un petit gris, quelque chose qui ressemble à des sous-groupes, et ensuite quelque chose qui me trouble assez personnellement, qui représente une menthe religieuse. Alors on sait que dans les espèces extraterrestres, on a toutes sortes de probabilités. Bon, on ne peut rien affirmer avec ces objets, mais ils sont censés venir vraiment du même endroit. Voici les mains géantes. Alors des implants en or, en argent et d'un troisième matériau qui m'échappe. 35 à 40 cm. Pour la totalité de la paume, enfin de la partie supérieure, là, on voit les tendons, les nerfs. Donc c'est pas c'est vraiment quelque chose de biologique. Alors bon, celle-ci a été sacrifiée pour les besoins des analyses. Je peux vous dire que quand on les a en main, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Enfin, c'est d'une sensation inimaginable, personnellement. Alors c'est relativement léger parce que c'est très sec. C'est pas massif, non. Elles ont toutes des incrustations en or. Les mains géantes, oui. Oui. Alors je vais avancer un petit peu pour qu'on puisse profiter du dernier film. Je vous envoie ça directement. Donc là, nous allons découvrir les corps. Alors voici Maria. Alors je précise qu'elle n'est pas conservée en permanence dans cet élément. Il s'agit juste... ça m'a été présenté comme ça pour que... voilà. Mais sachez qu'elle n'est pas en permanence dans une pièce en plastique, elle a d'autres considérations quand même. Là, il s'agissait simplement de pouvoir la voir. On ne l'a pas touchée pour la préserver, on a simplement mis... je ne l'ai pas touchée personnellement. Donc c'est juste pour ceux qui seraient choqués de voir ça dans du plastique. Ce n'est pas son lieu de conservation au quotidien. Combien, c'est ça ? Alors, on ne sait pas exactement combien, parce que naturellement, comme ils les vendent, il y a ceux que ces éléments ont été traités par les Wakeros pour pouvoir faire les analyses. Mais à côté de ça, ils en ont vendu sans en faire... Oui, alors, personnellement, je fais une estimation des petits êtres. Je dirais qu'il y en a au moins une quinzaine ou une vingtaine qui ont été excavés. C'est mon estimation personnelle. Voilà, concernant Maria, il y a 2 exemplaires. Vous avez Maria qui est donc féminine, on sait que voilà, c'est un être féminin. Il y a son pendant masculin qu'on a nommé Petra, qui a été vendu directement, qui est parti du Pérou au Brésil et du Brésil en Russie. Voilà, moi je l'ai vu déballer d'un carton sur une vidéo YouTube et je l'ai vu une seule fois après la vidéo a disparu. Voilà. Donc ça a été vendu sans intermédiaire. Hein. Donc c'est difficile de dire combien ils en ont trouvé exactement.
Mais voilà, parce que, encore une fois, le but était purement commercial. Ils n'ont aucune considération pour la richesse archéologique et pour ce qu'elle représente. Hein. Le gouvernement ne fait rien. Alors, le gouvernement, jusqu'à présent, plus que botté en touche, puisque dès le début de cette affaire, Thierry Jamin essaie de sensibiliser la présidence de la République, ainsi que le ministère de la Culture, en disant que là, on était certainement face à une affaire extraordinaire, un patrimoine péruvien incroyable. Il n'y a eu aucune suite au jour d'aujourd'hui, aucune réponse, ni du gouvernement, ni du ministère de la Culture. Personne n'a voulu s'occuper. Au jour d'aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas la découverte. Ça pourra évoluer. Voilà. Je pense que ça va évoluer même. Alors, on remarque quand même qu'ils ont des visages comme les nôtres, c'est-à-dire que c'est pas des sosies, hein. C'est pas un moule où chacun a été fondu avec exactement les mêmes expressions. On a vraiment la particularité, on voit vraiment ces visages. Moi, je les vois comme des visages avec leurs caractéristiques propres. Je vais devoir arrêter, je m'excuse parce que sinon je ne respecte pas le prochain intervenant. Je vous remercie beaucoup d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup.